Je sais bien que cette page est en anglais et d'ailleurs tous les textes de cette présentation seront également en anglais. Mais en réalité, il n'y a pas de texte à lire et je vais tout faire en français en traduisant éventuellement quand je pense qu'il y aura besoin. Ici, je prends un peu de temps pour donc parler d'un formalisme que j'ai introduit dès 2001 mais qui a été perfectionné depuis et que j'ai nommé DSF pour Dispersed System Formalism, ce qui signifie un formalisme pour décrire les systèmes dispersés. Alors, ce formalisme permet à la fois de décrire des systèmes physiques, d'envisager de nouveaux systèmes et de faire soit de la recherche, soit de l'innovation. Allons-y, en commençant par cette première question, qu'est-ce qu'un aliment? Alors ici, il y a un plat, c'est un plat de Pierre Gagnère, un très grand cuisinier français, et ce plat est observé à l'œil nu, ce qu'on appelle à l'échelle macroscopique. Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une organisation, et une organisation macroscopique. On voit une couche de sauce jaune par-dessus, on voit une boule couleur crème, au-dessus d'une boule jaune, au-dessus d'un feuillage et au-dessus d'une sauce également jaune. Donc le plat est organisé, il est construit. Alors, pour chacune des parties, par exemple la boule jaune, si on regarde au microscope, on voit maintenant une organisation microscopique. Alors, organisation ou structure, ici, ce qu'on voit, c'est une émulsion, et cette émulsion est faite de gouttelettes d'huile dispersées dans de l'eau. Alors, lui, quand on dit huile en physico-chimie, ça peut être n'importe quelle matière grasse à l'état liquide. Ça peut être de l'huile, ça peut être du beurre fondu, ça peut être du fromage fondu, ça peut être du foie gras fondu. Enfin, on appelle ça de l'huile. En anglais, c'est oil et on met la lettre O. Ces gouttelettes d'huile, ce sont des petites formes sphériques et claires qui sont très nombreuses et elles sont dispersées. Alors, en l'occurrence ici, ce n'est pas de l'eau, c'est une solution aqueuse. Et en physico-chimie, on nomme eau les solutions aqueuses, water en anglais avec un W. Et puis il y a trois formes rondes sombres, ce sont trois bulles d'air, ce sont des artefacts, donc on ne va pas les considérer. En bas à droite, j'ai inscrit une indication quantitative. D, le diamètre des structures, serait compris entre 10-5 et 10-4. Alors, en unité internationale, c'est-à-dire entre 0,1 mm pour les plus grosses et 0,01 mm pour les plus petites. Voilà. Ce système s'appelle donc une émulsion. Bon. Si on regarde cette émulsion avec un super gros microscope, disons un nanoscope, on observe une structure nanoscopique. Alors ici, ce sont des micelles de caséine. Le nom est largement utilisé, bien qu'il ne soit pas complètement juste, parce qu'en réalité, dans ces micelles, il y a des caséines, qui sont des protéines, présentes notamment dans la matière grasse, dans le lait, mais il y a aussi des ions calcium et des ions phosphate, et c'est cet ensemble qui fait les micelles. Peu importe, ces micelles font un peu plus de 50 nanomètres de diamètre, et donc elles sont de taille nanoscopique. Bon. Et puis finalement, si on descend encore avec un super microscope, on verrait une organisation moléculaire. Alors ici, évidemment, je n'ai pas représenté des molécules, j'ai représenté leur effet. À gauche, il y a des framboises. Ces framboises sont rouges. Et si on met par-dessus un sel d'étain 2, immédiatement ça vire au violet. Parce qu'il y a une association des anthocyanines des framboises, certains des pigments qui donnent la couleur rouge en l'occurrence, qui se lient aux ions éteints et ça fait cette couleur bleue. Bon. Et donc on voit l'effet d'une organisation moléculaire, ionique ou moléculaire au sens large. Alors, à la base de toute cette affaire, il y a un formalisme. Alors, les formalismes ont été bien décrits par les logiciens, et en particulier par Edmond Goblet en 1908.
qui je ne vais pas lire le texte, c'est pas ça qui est important, c'est les deux parties en rouge. La notation peut conduire à la découverte. C'est-à-dire qu'un formalisme, ça peut produire des formules, et ces formules, c'est des objets nouveaux. Voilà. Et puis, il le dit un peu mieux après, il dit des symboles concrets qui sont combinés à l'infini, et puis qui engendrent des formules, mais aussi qui peuvent euh, faciliter les opérations de l'esprit. Alors, cette idée est très importante, et en réalité, elle avait été déjà donnée par Lavoisier bien auparavant, dans un texte sur la dissolution des métaux par les acides, mais ils disent, Lavoisier a introduit le formalisme de la chimie, quand on écrit NaOH pour la soude, plus HCl pour l'acide chlorhydrique donne NaCl plus H2O. C'est ça que Lavoisier a introduit. Donc il a construit effectivement des espèces de formules avec des lettres. Et il dit bien, c'est pas encore de l'algèbre, mais il faudra qu'on y arrive. Bon. Mais surtout, il termine par euh, je vais donner comme de simples annotations de l'objet et de soulager les opérations de l'esprit. C'est très important parce qu'en réalité, le formalisme mathématique, même algébrique, vise à ça. Quand on écrit avec des symboles euh, le signe somme f de x dx avec a et b, si on le disait en français, on dirait l'intégrale de la fonction f de la variable x selon la variable x entre les valeurs a et b, ça fait une phrase très longue. Alors qu'avec la formule mathématique, on a une annotation très courte. Donc voilà l'idée des formalismes. Alors, pour le formalisme DSF, euh, on, on- on utilise un certain nombre de symboles. Il n'y en a pas beaucoup, comme vous voyez. Il y a des opérateurs, il y a des dimensions, il y a des phases. Bon. Alors, en fait, je vais commencer par les phases, qui sont en bas à droite. Dans les aliments, mais dans beaucoup de produits formulés, il y a des gaz, il y a des solutions aqueuses, il y a des matières grasses liquides et il y a des solides. Voilà. Donc G, W, O et puis S1, S2, autant de S qu'on voudra, tant qu'il y a de solides. Alors, ces phases, elles peuvent avoir des dimensions au sens mathématique. On pourrait avoir peut-être une goutte d'huile. On voit bien qu'une goutte, c'est comme un objet de dimension zéro en mathématiques, c'est un point, quoi. On pourrait avoir comme des spaghettis, ce sont des lignes. Alors, pas forcément droits, ils peuvent être courbes. L'idée, c'est la dimension mathématique, c'est pas tellement la forme. Ensuite, on peut avoir des feuillets et on peut avoir des blocs. Bon. Donc, ça fait des dimensions D0, D1, D2, D3. Et puis, tout ça est euh, organisé. Alors, ça peut être, par exemple, des gouttelettes d'huile dispersées dans l'eau. Donc, l'opérateur slash, ça veut dire disperser aléatoirement, au hasard. On peut avoir plusieurs phases qui coexistent dans une autre. Par exemple, dans de l'eau, on peut mettre à la fois des bulles d'air et des gouttelettes d'huile. Ça sera le symbole plus. On peut inclure un objet dans un autre. Alors là, le symbole arrobase a été retenu par l'Union internationale de chimie et des applications de la chimie, l'IUPAC, hein, en anglais International Union of Pure and Applied Chemistry. Et puis, on peut superposer, donc on va mettre sigma, et puis on peut faire ce X pour deux phases qui vont s'imbriquer. On verra ça plus tard. Alors, par exemple, le chocolat. Ben, le chocolat, au microscope, voilà la surface du chocolat. On voit les cristaux de matière grasse, et à l'intérieur, il y a des tas de choses. Alors, il y a de la matière grasse liquide, il y a des cristaux de sucre, il y a des fragments de végétaux. Donc, on voit bien qu'il y a une description à faire. Je précise tout de suite, c'est marqué dans le titre, mais je le dis maintenant en français, cette image ne vaut qu'à une température particulière. Parce que pour le chocolat, comme pour le beurre, etc., si on refroidit très fort, toute la matière grasse est solide. Donc là, il n'y a plus de dispersion d'un liquide dans un solide. Mais si on chauffe très fort, toute la matière grasse est liquide et ça devient un liquide. Donc il est très important pour ce genre de système de préciser la température. Alors, est-ce que donc le chocolat est une émulsion? La réponse est non, parce que
la définition du mot émulsion est donnée notamment par le l'IUPAC, dont j'ai parlé, International Union of Pure and Applied Chemistry, qui en ligne donne un compendium, c'est-à-dire une sorte de dictionnaire avec des définitions. Et la définition d'une émulsion, c'est un liquide dans un autre liquide. Donc le chocolat n'est pas une émulsion. Enfin, pas en tout cas celui qu'on a montré. Alors, est-ce que le chocolat est un gel? Alors, c'est plus intéressant parce que un gel, donc, c'est un solide qui contient un liquide. Alors oui, on a bien vu un solide qui contenait un liquide. Donc le chocolat, à la température où nous l'avons regardé, était bien un gel. Maintenant, quel est ce système? Alors, cette représentation au microscope, c'est la mousse à la surface d'un expresso, d'un café. On voit quoi? On voit des bulles d'air dispersées dans l'eau. C'est donc une mousse, pas une émulsion. Alors, il a été publié, à mon avis, par des gens qui n'ont pas fait un très bon travail, que la mousse de l'expresso serait une émulsion. Il n'y a pas une seule gouttelette d'huile dans cette affaire, ce n'est pas une émulsion. C'est donc une mousse. Et voilà la définition IUPAC. Une mousse, c'est une dispersion de gaz dans un liquide. Alors, il y a des mousses liquides, c'est celle dont on vient de parler, puis il y a des mousses solides quand il y a une dispersion de gaz dans un solide. Alors, les tissus végétaux, voilà par exemple l'image au microscope d'un morceau d'échalote. On voit bien donc l'échalote, le morceau d'échalote, il est solide, il ne coule pas lui-même, mais il est fait de plein d'eau. Alors, une échalote, je crois que c'est 95% d'eau. Une feuille de laitue, ça serait la même image et ça serait 99% d'eau. En fait, ça, la feuille de laitue ou l'échalote, ça ne coule pas, c'est donc un solide, mais il est plein d'eau et donc c'est formellement un gel au sens de l'IUPAC. Alors, là, on a une image au microscope de cellules de pommes de terre qui ont été colorées, qui ont été colorées avec de la teinture d'iode. Et on voit que les cellules, alors on les distingue assez mal, mais c'est des formes, on voit le liseré délicat. Et bien, ces cellules, donc, qui contiennent de l'eau, comme toutes les cellules, contiennent aussi des petits grains d'amidon, colorés en bleu, qui sont eux des solides. Donc maintenant, on a des solides dispersés dans l'eau, dispersés dans le solide de la pomme de terre. Donc on voit qu'on a un gel, mais plus compliqué. Pour un jaune d'œuf au microscope, un jaune d'œuf au microscope, ce sont des granules dispersés dans un plasma. Alors un plasma, il faut bien expliquer ce que c'est une solution aqueuse de protéines. Voilà. Et souvent, c'est assez visqueux. Voilà un plasma. Et on pense au plasma sanguin, par exemple. Hein. Et puis ici, il y a, alors on ne s'intéresse pas à l'espèce de forme noire qui est en haut, c'est un artefact, mais on commence à deviner les granules dispersés dans le plasma. Quand on fait une crème anglaise, on prend ce jaune d'œuf, on lui ajoute des grains de sucre, et bien voilà ce qui se passe quand on ajoute les grains de sucre. On voit les grains de sucre, ce sont des solides dispersés dans le jaune d'œuf, lequel est une dispersion de granules dans un plasma. Il y a encore une ou deux bulles d'air qui traînent dans cette affaire, mais ce n'est pas important. En revanche, l'opération suivante, quand on fait une crème anglaise, c'est de fouetter le jaune avec le sucre. Et là, on obtient un système avec beaucoup de bulles d'air. Là, tout ce qu'on voit, ce sont des bulles d'air. Et on devine encore les cristaux de sucre qui ne sont pas complètement dissous. Et tout ça se trouve dans l'eau. Voilà. Ça blanchit, et donc on obtient bien une mousse, mais une mousse un peu plus compliquée, puisqu'il y a des cristaux de sucre. Et puis, quand on cuit, alors ici, on n'a pas montré la cuisson avec les bulles d'air, on a montré une cuisson sans bulles d'air, parce que je voulais montrer que les granules s'associent en micro-grumeaux. Voilà. Et puis, donc on voit qu'il y a plusieurs sortes de gels. Donc, les tissus végétaux, la viande. Alors, la viande, ce sont de longues fibres groupées en faisceaux. Alors, c'est encore un gel formellement, puisqu'il y a il y a 70% d'eau. Hein. Et la viande ne coule pas, c'est donc un solide. Donc, c'est un gel différent du premier. Le gel de gélatine maintenant. Alors, celui-ci est regardé au microscopique électronique à balayage. La gélatine, ce sont les filaments blancs, donc des protéines, le tissu collagénique de la viande a été dégradé lors d'une cuisson. Ça a libéré des molécules de gélatine, donc de grands polymères, qui se sont associés
au refroidissement en présence d'eau qui se sont associées en formant des triples hélices et tout ça piège l'eau. L'eau est en noir sur cette image. Voilà encore un gel. Mais on voit bien que ce n'est pas le même gel que le gel précédent. Et puis encore un autre. Alors c'est un œuf qui a coagulé. Et celui-ci est un gel encore différent. Je ne vais pas rentrer dans le détail microscopique. Ce que je retiens ici dans cette affaire, c'est qu'il y a des gels qui sont dits connectés. Connectés, c'est le gel de gélatine. Ici, c'est deux gels de gélatine. À gauche, un gel à 20%, à droite, un gel à 5% de gélatine. Ils ont pris, et ensuite, j'ai mis une gouttelette de bleu de méthylène par-dessus, et on voit ce bleu de méthylène qui diffuse dans le gel. Donc ça, c'est un gel connecté. Et puis, donc voilà le gel de gélatine à gauche, voilà le tissu végétal à droite. Lui, il n'est pas connecté, il n'y aurait pas de diffusion d'un colorant. Et la question, c'est qu'on a le même mot pour désigner deux gels. Comment est-ce qu'on va faire? Alors, c'est ici qu'on commence à regarder ce qui s'est fait un peu par le passé. Il y a très longtemps, on enseignait ce tableau qui disperse un gaz, un liquide, un solide dans un gaz, un liquide, un solide. Alors, un gaz dans un gaz, ce n'est pas un système dispersé. Mais un gaz dans un liquide, c'est donc une mousse. Un gaz dans un solide, c'est une mousse solide. Un liquide dans un gaz s'appelle un aérosol liquide. Un liquide dans un liquide, c'est une émulsion, quand il y a bien une dispersion. Un liquide dans un solide, c'est un gel, enfin, des gels. Un solide dans un gaz, c'est un aérosol solide. Un solide dans un liquide, c'est une suspension. Et puis un solide dans un solide, c'est une suspension solide. Alors tout ça va bien, sauf qu'on a vu des tas de systèmes qui correspondent à rien de tout ça. Comment décrire par exemple la pomme de terre? Parce que on a dit c'est une suspension dans un gel. Donc déjà, ça commence à devenir un peu long. Ah, ça commence à devenir un peu long. On entend le c'est un peu long et je n'arrive plus à le penser. Donc on se dit qu'il faut un formalisme. Et voilà pourquoi il y a eu le formalisme des systèmes dispersés. Je ne reviens pas sur la description, mais j'insiste sur la question de l'échelle. Parce que ce formalisme de décrire des objets à n'importe quelle échelle. Pour faire une description, il faut définir d'abord une échelle. Ici, l'échelle, c'est l'échelle des objets que l'on voit. Et je propose de toujours garder ça à l'idée. Regardons une image, ça sera l'échelle à laquelle on fera la description. Alors, évidemment, dans la question du formalisme, on peut décrire des choses très compliquées. Rappelez-vous l'émulsion avec une ou deux ou trois bulles d'air. Alors, oui, l'émulsion avec des bulles d'air, on pourrait dire que c'est une émulsion qui est foisonnée, enfin un mélange d'émulsion et de mousse. Mais il ne faut pas trop être compliqué, il faut être simple. Et moi, je propose d'être simple en expliquant cette méthode qui simplifie la vie, une méthode raisonnable, notamment pour l'utilisation de ce formalisme. Ça consiste à regarder le gros avant le détail. En alsacien, on dit Dika vor der Kleinigkeit, le gros avant le détail. Ici, voilà un spectre RMN. Alors, je le regarde d'abord de très loin. Qu'est-ce que je vois? Un seul signal. Ce spectre est très simple. Et ce signal est à 4,75. Ce signal, c'est la résonance de l'eau. Voilà. Ce spectre est un spectre avec un appareil 300 MHz et on a fait une résonance du proton. Maintenant, donc, ayant vu ça, c'est donc très simple, et effectivement, c'était, si je me souviens bien, du café. Le café, c'est de l'eau. Au premier ordre, c'est de l'eau. Une fois qu'on a fait le premier ordre, on peut passer au deuxième ordre, c'est-à-dire qu'on multiplie par 10, et à ce moment-là, on voit apparaître quelques signaux, 1, 2, 3, 4 essentiellement. Donc c'est très simple. Et 4 signaux, ça correspond en général à un ou deux composés différents, pas plus. Bon. Parce qu'un composé organique, il a plusieurs sortes de protons qui résonnent différemment. Et donc une molécule, même par exemple le méthanol, la formule, ça serait CH3, CH2OH, on voit bien qu'il y a les protons du CH3, les protons du CH2, et puis le proton du OH. Donc déjà, rien qu'avec cet éthanol, on aurait trois signaux. Alors, ensuite, on multiplie par 10, et à ce moment-là, on voit encore plus de signaux, mais on voit aussi apparaître le bruit, donc on va s'arrêter. Donc tout ça est très simple. Alors, je reviens maintenant à notre formalisme. Voilà donc une émulsion. On oublie donc les bulles d'air, parce qu'au premier ordre, elles n'existent pas, et
la formule de la mayonnaise, c'est une sauce mayonnaise en l'occurrence, ça serait eau, des gouttelettes d'huile, slash, dispersé aléatoirement, W dans de l'eau, en fait une solution aqueuse. Ici, j'ai mis en tout premier en haut l'échelle. Les rayons sont compris entre 10-6 et 10-4 mètres, puisque c'est l'unité du système international. Et puis, j'ai indiqué cela dans la formule pour décrire des tailles. Bon, tout va bien. De la même façon, pour une pomme de terre, alors on aurait des solides, S1, aléatoirement dispersés dans l'eau, slash W, et tout ça est dispersé dans le solide de la pomme de terre, slash S2. Et c'est aléatoirement dispersé. Donc, c'est assez facile. Alors, on peut ajouter plein d'informations. Des quantités, des limites de taille, des informations cinétiques, etc. Par exemple, ici, je montre comment on peut modifier ces formules pour indiquer la confection de la mayonnaise. Alors, par exemple, en haut, j'indique avec une flèche comme en chimie, et puis un E/W, je donne de l'énergie, et cette énergie est un travail. W, souvent, en physique, ça représente un travail. Donc, il y a 95% d'huile, 5% d'eau, et on obtient une émulsion à 95% d'huile dans de l'eau. Bon, c'est le maximum qu'on puisse disperser. La ligne d'en dessous, il y a un paramètre T. Alors, T pour le temps. Et on va faire varier ce temps entre 0 et 1, avec une échelle de temps qu'on peut définir comme on veut. Et donc là, on va, d'une certaine façon, représenter la même chose qu'au-dessus, mais de façon plus synthétique. Et puis, on peut faire encore d'autres choses. Je l'ai marqué en dessous. Je vous laisse, comme exercice, deviner ce dont il s'agit. Voilà. Alors, on peut maintenant ajouter la dimension de l'objet, on en a parlé tout à l'heure, le point, la ligne, la feuille et le bloc. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va mélanger la description des phases, des dimensions. Alors ici, j'ai indiqué 3 objets. À gauche, ce sont ce que j'ai appelé des fibrés. Au milieu, ce sont des conglomelles. Et à droite, c'est une choucroute. Et j'ai indiqué comment on mélange les phases. Alors, on y reviendra. Ici, on va prendre ce cas un peu plus important. Alors, j'ai considéré 3 objets seulement, le solide du haut, le solide du bas, et puis le liquide de la sauce. Je n'ai pas pris en compte le liquide par-dessus, les herbes, etc. Bon. Alors, le solide du haut, c'est bien un objet, c'est bien un bloc, dimension 3. C'est le premier solide, donc c'est D3, S1. Sigma, ça veut dire superposé, donc il est au-dessus de D3, S2, le deuxième bloc. Et puis c'est superposé sur D2, parce que c'est la dimension 2, liquide. Vous voyez, c'est pas très compliqué, même pour un objet qui n'est pas simple. Hein. Ici, c'est encore plus simple. Donc on a des gouttelettes d'huile, D0, qui sont dispersées dans de l'eau, D3. Voilà. Les micelles de caséine, on ne va pas faire l'exercice de les regarder maintenant, mais voilà la formule, c'est pas très difficile. Et puis l'organisation moléculaire, la voici, on peut encore la décrire. Tout ça va bien. Alors maintenant, je voudrais m'intéresser au gel. Donc voilà le tissu végétal. Donc cette fois-ci, c'est D0W slash D3S. Donc des petits objets de dimension 0, c'est de l'eau, c'est l'intérieur des cellules, et c'est dispersé dans l'échalote, qui est un solide, D3. Voilà. Voilà donc un gel. On peut faire un tissu végétal artificiel, en quelque sorte, en gardant la même formule. Ici, c'est fait avec de l'alginate de sodium et des sels de calcium. Donc on a pris du jus d'orange, on a mis des sels de calcium dedans, on a fait tomber des gouttes de ce liquide dans une solution aqueuse d'alginate de sodium, et on obtient comme des perles avec des cœurs liquides qu'on a ensuite groupés, et on a fait donc comme une orange, puisqu'une orange, c'est des petits sacs qui contiennent du jus d'orange et qui sont groupés entre eux. Voilà. Alors on peut avoir des gels plus compliqués, donc voici la description par une formule de la pomme de terre. Alors, c'est pas encore très évident qu'on facilite les opérations de l'esprit, mais quand même, on voit déjà, il faudrait compter le nombre de signes, et je pense qu'ici, on est gagnant. Ici, on est certainement gagnant, parce que
il aurait fallu dire quelque chose de très long pour représenter cette formule de la viande. Donc D1, ça veut dire des fibres, W, c'est de l'eau, et c'est dispersé dans D3, qui est un solide. Voilà. Alors, revenons à notre chocolat. Alors là, ça devient tout simple. On a de l'huile dispersée dans un solide. Et vous voyez, ici, on a deux systèmes continus. C'est-à-dire que les cristaux sont groupés en une sorte d'architecture, donc c'est un solide, mais à l'intérieur, euh, euh, la matière grasse liquide, elle fait une phase continue. C'est-à-dire qu'on peut aller du haut en bas en passant par le liquide. Et on peut aller du haut en bas en passant par le solide. Et voilà pourquoi il a été nécessaire d'introduire ce symbole X. Voilà. Pour le gel de gélatine, c'est ce même symbole. Et donc, on a deux réseaux interconnectés. Je les ai mis dans l'ordre alphabétique, S d'abord et W ensuite, mais on aurait pu faire l'inverse. Voilà. Et puis, il y a des objets plus compliqués qui correspondent à des formules un peu plus longues. Maintenant, on voit donc d'autres structures. Je reviens sur la viande artificielle qu'on a vue tout à l'heure. Et puis, on distingue les gels surtout. Mais alors, combien il y en a de gels? Et puis, combien on peut faire de formules? Et puis, voilà, de nouvelles questions arrivent. Alors, par exemple, ici, je me suis amusé à prendre à la fonction random de l'ordinateur, à créer une formule. Enfin, j'ai demandé à l'ordinateur, crée-moi une formule, au hasard. Il a fait la formule du bas. Et bien, on a représenté par-dessus l'objet qui correspond à cette formule. Donc, à un objet peut correspondre une formule, mais à une formule peut correspondre un objet. Et il y a quelques années, enfin il y a plusieurs années, on est parti d'une formule et on a décidé de faire un plat au homard. Et j'ai appelé ça un Faraday de homard. Et voilà la formule. Alors, à quoi ça sert? Par exemple, voilà les 451 sauces classiques françaises. C'est très compliqué. Mais on va chercher une structure dans cette liste interminable. Et cette structure, évidemment, elle est fondée sur la constitution chimique des sauces, des solutions, des émulsions, des mousses, etc. Alors voilà le tableau. On a pris le tableau avec les 451 sauces. La deuxième, donc il y a leur nom, ensuite il y a leur recette, ensuite de quoi elles dérivent. Par exemple, un aioli ne dérive de rien, mais une sauce africaine dérive d'un fond de veau. Bon. Et ensuite, il y a la formule. Alors, il y a des formules compliquées qu'on peut simplifier, et puis ensuite, il y a d'autres catégories. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a été montré qu'il existe seulement 23 catégories physico-chimiques, en quelque sorte. Ici, elles sont ordonnées par ordre de complexité croissante. Et puis, il y a des catégories qui manquent, ce qui est très intéressant. Alors, combien il en manque? Pourquoi? Voilà de nouvelles questions. Sans doute, des raisons historiques sont importantes. Par exemple, à droite de ce tableau, alors en abscisse, il y a la date de publication des recettes de sauce. En ordonnée, il y a le nombre de types physico-chimiques. Et on voit à droite que le nombre de types physico-chimiques a augmenté avec le temps. Aujourd'hui, la question est réglée parce que toutes les possibilités ont été envisagées. Je n'ai pas indiqué qu'à gauche, c'était le livre d'Ere Coquinaria d'Apicius. Alors en vrai, il a commencé entre moins 400 et on va dire jusque 0. C'est un livre qui a été composé progressivement. Voilà. La vraie question qui se pose, la grande question qui se pose, c'est nous avons un ensemble de formules, ça correspond à un ensemble de systèmes physiques, et ça, ces systèmes ont des propriétés. Est-ce qu'on peut prédire la propriété à partir de la formule? Voilà une question importante. En pratique, on peut le faire ces systèmes de plein de façons. Alors ici, ça a pris une demi-journée pour prendre des pompes, des micro-réacteurs. Je les montre mieux sur l'image d'après. Ici, à gauche, donc on injecte dans un de ces petits objets soit de l'eau et de l'huile, soit de l'air et de l'eau, enfin ce qu'on veut. Et puis là, ce jour-là, on a pris cette formule-là, G plus O plus S dispersé dans W, ça veut dire un gaz, de l'huile, du solide dispersé dans W. Et voilà le premier plat de l'histoire de la cuisine, composé par une formule et réalisé par une machine. Alors, on a évidemment amélioré ça pour piloter les pompes par un ordinateur à partir des formules et on obtient par exemple des cocktails. Et puis, voilà un prototype d'une machine qui a été réalisée il y a très longtemps, 2002, et c'est encore la même chose. Ici, il est en plexiglas, mais le vrai objet est en métal. C'est donc un ensemble de micro-réacteurs en série et en parallèle. Une idée que j'avais eue en utilisant les formules. Alors maintenant,
utilisons son malice pour les gels. Voilà un petit programme, on va l'appliquer et crac, on trouve qu'il existe 16 gels, et 16 gels exactement. Donc, ces gels sont très différents parfois. Donc, on ne va pas passer du temps à regarder leur constitution, mais on va se dire, et maintenant, s'ils sont plus compliqués, ben on fait un autre programme, et crac, on trouve 1489 systèmes différents. Alors, les voici, les voici, les voici, et les voilà. Et puis pour les suspensions, alors une suspension, vous vous rappelez, un liquide qui contient des particules solides dispersées. Bon. Alors, même type de question, on prend cet objet et on obtient les suspensions les plus simples, mais on peut aussi avoir des suspensions de classe 2, et il y en a 158. Voilà. Alors, il y a d'autres, on peut appliquer ça à des mousses, à tout ce qu'on veut. Ce qui est intéressant, c'est que ces systèmes, ils ont des bioactivités différentes. Ça veut dire qu'ils libèrent les composés différemment. Par exemple, à gauche, ça libère très vite, mais à droite, ça libère plus lentement. Voilà. Et est-ce qu'on peut faire un gel qui libérerait, puis il y aurait une deuxième libération, soit de la même chose, soit d'autre chose, etc. Alors la réponse est oui, ça a été fait au Danemark avec des binômes de cuisiniers et de doctorants en chimie. Alors, tout ça est raconté dans le handbook de gastronomie moléculaire. Et je termine en donnant mon email pour ceux qui auraient des questions. Je sais que j'ai été assez vite, mais je sais aussi qu'on peut toujours repasser dans une vidéo pour regarder ce qu'on a manqué du premier coup. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire pour me poser des questions.